Bonjour à tous. Donc je vais vous présenter la prochaine animation, là, le business plan, comment le rédiger, alors comment le présenter au banquier. Donc ça dure 45 minutes, j'ai pas prévu forcément des slides qui vont durer 45 minutes. Donc je vais soit m'arrêter à chaque slide pour savoir si vous avez des questions, et puis après je pense qu'on aura largement le temps pour des questions après la présentation. D'accord, j'ai une vingtaine de slides. D'accord. Je sais pas quel public j'ai des étudiants, j'imagine, j'en ai vu pas mal. Il y a des étudiants dans dans le public. Hein? Il y a peut-être des gens aussi qui sont plus des porteurs de projets, des choses comme ça. Bon, bah, de toute façon, j'ai fait une présentation qui s'adresse plus à des créateurs d'entreprises, mais c'est aussi un salon qui est destiné, à mon avis, à la reprise d'entreprise. Donc, auquel cas, s'il y a des spécificités liées aux reprises d'entreprise, je pourrais faire des petits focus si vous avez envie. Alors, du coup, le business plan. Donc, il y a pas mal il y a pas mal de descriptions sur Internet qui vous disent comment le faire. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est juste des petits focus, des petites explications qui peuvent vous permettre de faire attention à certains points, ou si vous avez des questions, vous allez me demander ce qui vous pose problème. Donc voilà. Alors, je me présente. Rodolphe Auguin, expert comptable. Je travaille au cabinet comptable Excelis à Passé, au nord-ouest de Rennes. Et donc, on accompagne des TPE, PME et pas mal de structures différentes en comptabilité, notamment. Alors, donc, le business plan, à quoi ça sert? Ça raconte l'histoire du porteur de projet, effectivement. Donc, c'est un document qui d'abord décrit votre parcours, ce que vous avez fait pour en arriver à une idée de création d'entreprise, et un petit peu vos aptitudes professionnelles, vos compétences, vos diplômes, etc. Donc d'abord, effectivement, ça doit raconter la genèse de votre projet, pourquoi vous en arrivez à une idée de création. Et donc, pour le banquier, ça a plusieurs intérêts. D'abord, il va comprendre votre besoin en termes de capitaux, parce que effectivement, si vous le présentez à un banquier, à la base, c'est que vous avez besoin d'argent. Donc, ça va aider le banquier à comprendre à quel moment vous avez besoin d'argent, pendant combien de temps, et à quoi va servir cet argent. Donc ça, c'est vraiment la base pour le banquier. C'est plutôt important. Et donc, à côté de ça, ça va lui servir aussi à comprendre, quels sont les risques. C'est-à-dire que est-ce qu'on est sur une activité avec des résultats très très volatiles? Est-ce qu'on est sur une reprise d'entreprise, on va dire assez stable, etc. Donc, il va essayer d'appréhender les risques qu'il a de ne pas être remboursé de ce qu'il va vous prêter aussi. Donc voilà. Donc, je vais vous dire effectivement comment je structure le business plan. Donc, il n'y a rien de très original. C'est des choses que vous pouvez voir, on va dire, dans différentes propositions. Donc voilà, ce que j'ai retenu, c'est ça. Une première partie avec une présentation synthétique de votre projet. Une deuxième partie avec vous et votre équipe, les personnes qui portent le projet. Une partie économique, où là, on va vraiment décrire, alors d'une part, la stratégie de l'entreprise, son positionnement stratégique, et d'autre part, les moyens que vous allez mettre en place, c'est-à-dire les moyens humains, les moyens matériels, etc., l'emplacement, etc. Donc c'est vraiment une description du modèle économique que vous allez mettre en place. Et une quatrième partie, qui est la partie chiffrée, on va dire, la partie financière, où là, c'est plus un compte de résultats prévisionnels, etc., un tableau de financement, où là, on va faire apparaître en fait la trésorerie de votre projet, la trésorerie prévisionnelle de votre projet, et votre besoin de financement. Donc voilà. Alors, du coup, la première partie, présentation synthétique du projet. Donc, ce qui est important, c'est
comment dire, de bien décrire où vous en êtes. Parce que dans des projets de création d'entreprise, il y a vraiment beaucoup de stades différents. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont porteurs de projets ici ou voilà. Donc, disons qu'on a plusieurs possibilités. On a des gens qui ont une idée, qui y pensent beaucoup et qui en sont là. On a des gens qui sont déjà dans des phases, on va dire, d'incubation. Alors, notamment, enfin, de nos jours, c'est principalement tout ce qui est entreprise innovante, technologie, etc., qui ont vraiment des cursus un petit peu différents, où ils sont dans des incubateurs. Ils ont déjà, on va dire, au jour où ils créent une structure, où ils ont un besoin de financement, ils ont déjà alloué un temps très conséquent à leur création d'entreprise. Ça peut arriver aussi. C'est plus, je vous dis, les secteurs de l'innovation et de la technologie. Et on a des gens, effectivement, qui ont une cible, c'est-à-dire plutôt des repreneurs d'entreprise, qui ont une cible et qui, en face, ont juste un besoin de financement. Et pour eux, la cible, elle est déjà créée, elle est déjà opérationnelle, elle est déjà en route. Ils vont prendre quelque chose qui est déjà en rythme de croisière. Donc, ce qui est important, effectivement, au début de votre business plan, c'est dire où vous en êtes, dans la genèse de vos idées, dans les estimations, etc. Quelles sont vos motivations? Alors là, effectivement, je dirais il faut arriver à transmettre un message. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous êtes tout seul, mais que dans 5 ans, vous voyez à 40 personnes? Ou est-ce que votre entreprise, vous voulez que ça soit une TPE et que vous allez rester à long terme dans ce schéma de TPE à moins de 10 salariés? Ou est-ce que, effectivement, à terme, au-delà de tous ces objectifs de taille, etc., l'idée, c'est que votre entreprise représente quelque chose pour un autre groupe, par exemple. On a beaucoup ça dans les entreprises innovantes, c'est-à-dire qu'elles créent une activité, elles se développent, et à un moment, cette activité-là va être intéressante pour une autre entreprise de laquelle elles vont se rapprocher et se faire absorber, en fait. Donc, vraiment, quel est votre projet? Où vous vous dirigez en termes de taille, d'objectifs à terme? Parce que c'est compliqué, effectivement, à terme, ne serait-ce que dans 2 ans, de dire où vous en serez, mais effectivement, faut quand même dire quels sont vos objectifs. Alors, la forme juridique que vous allez choisir. Alors ça, c'est un petit focus. Alors, l'atelier précédent traitait de la forme juridique. Je n'étais pas là, mais je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont suivi, cette animation. Oui, c'était un avocat qui parlait. C'était qui? C'était quoi? D'accord. Donc il y avait toutes sortes de personnes qui parlaient des formes sociétaires. Donc c'est pas grave. Vu que vous n'êtes pas nombreux à l'avoir suivi, je vais quand même en reparler un petit peu. Donc déjà la forme juridique, à mon avis, il faut pas décider de ça si vous n'êtes pas vraiment dans tous ces métiers ou ces cursus un petit peu juridiques, administratifs, tout ça. Si vous n'êtes pas là-dedans, faut vous faire aider. Ça sert à rien enfin, ça sert pas à rien, mais c'est pas en consultant sur Internet que vous allez vraiment être sûr de votre choix. Il faut vraiment vous faire aider, soit par des avocats, soit par des experts comptables, soit par ces associations, toutes sortes d'intervenants qui aident à la création d'entreprises et qui sont habitués, qui vont directement vous orienter vers la structure qui va vous correspondre, la structure juridique. Alors, quand vous êtes en création d'entreprise, vous avez quand même pas mal d'options différentes. C'est même très compliqué parce qu'il y a vraiment une nébuleuse d'options qui vous sont proposées. Alors, quand vous êtes en création d'entreprise, ce qui est important de se poser comme question, c'est où est-ce que vous allez? Il faut savoir que concrètement, vous avez plusieurs possibilités. Déjà, est-ce que l'entreprise, je parle d'une entreprise au sens large, est-ce qu'elle est à but lucratif ou à but non lucratif déjà? Ça, c'est une première chose, parce que là, c'est un salon qui est quand même plus destiné, à mon avis, aux entreprises commerciales. Mais il se peut que certaines personnes aient des projets qui soient des projets, on va dire, d'intérêt généraux et qui se trouveraient plus
à se développer dans des structures associatives ou des structures à but non lucratif. Donc ça, c'est la première question. Est-ce que c'est une activité lucrative, une activité commerciale ou une activité à but non lucratif? Donc, je ne sais pas si certains ont envie que j'aborde les activités à but non lucratif ici. C'est tout ce qui est activité d'intérêt général, ou est-ce que c'est plus les activités commerciales ou libérales qui vous intéressent? D'accord. Donc, si quelqu'un veut que j'aborde tout ce qui est activité d'intérêt général, il me demande, mais effectivement, l'exposé que je vais faire, c'est plus sur des activités commerciales et à but lucratif. Donc, dans ce cas-là, sur des activités commerciales classiques, donc artisans, TPE, commerçants, etc., et même les plus grosses structures industrielles, donc, vous avez schématiquement, vous avez deux possibilités. Vous avez une possibilité. Alors, comment dire? Faut vous poser la question. Deux questions. Quand je suis dans des activités commerciales, il y a deux questions à se poser. Première question, est-ce que je suis tout seul? Si je suis tout seul, j'ai la possibilité d'exercer en entreprise individuelle. Si je ne suis pas tout seul dans mon projet, je vais devoir me mettre en société. Je vais devoir m'associer à quelqu'un, la plupart du temps. Deuxième question, est-ce que mon projet a vocation à croître? Là, c'est important cette deuxième question parce que si vous êtes dans une optique TPE, c'est-à-dire moins de 10 salariés, voire moins de 5 salariés, voire tout seul, c'est pas forcément toujours utile de créer une société. Ça dépend. Ça peut être plus simple de se mettre en entreprise individuelle. C'est moins de formalités, moins de coûts. C'est plus simple. Si par contre, l'idée c'est de croître, c'est-à-dire qu'à un moment, que les excédents de l'entreprise soient réinjectés dans l'entreprise, dans ce cas, c'est la forme sociétaire qui vous conviendra. Ça, c'est très important. C'est vraiment très important. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions précises sur cette notion de forme juridique ici. Non? Pas de questions? Merci. L'entreprise individuelle propose-t-elle la même protection que la SARL, par exemple? C'est très très bonne question. En fait, le législateur a vachement brouillé les pistes sur les dernières années. En fait, aujourd'hui, si vous voulez, quand vous vous mettez en entreprise individuelle, l'entreprise individuelle, le principe, c'est que votre patrimoine n'est pas distinct, le patrimoine personnel n'est pas distinct du patrimoine professionnel. C'est le principe. Maintenant, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que quand vous créez une entreprise individuelle, vous avez une insaisissabilité de droit de votre résidence principale. C'est-à-dire que vous n'avez aucune démarche à faire. Le législateur a mis en place une loi qui dit que si jamais vous n'êtes pas solvable, c'est-à-dire si votre entreprise a contracté plus de dettes qu'elle a de liquidité, c'est-à-dire qu'à un moment vous êtes en cessation des paiements, vous êtes en difficulté, l'entrepreneur individuel ne peut pas voir sa résidence principale être saisie par la banque. Ça, c'est le principe. Vous avez, au-delà de ça, la même proposition qui s'applique aux résidences secondaires, mais là, ça va nécessiter une petite formalité de la part de l'entrepreneur individuel. Il faut qu'il déclare insaisissable sa résidence secondaire, s'il en a une. Et même, il peut déclarer une troisième, une quatrième, enfin, s'il a plein de résidences secondaires. Mais voilà. Mais par contre, on est d'accord, sur tout ce qui est bien mobilier et sur tout ce qui est épargne personnelle, en cas de défaillance, ils sont susceptibles d'aller vous chercher. C'est-à-dire que si un jour, je dois à mon fournisseur 40 000 euros et que j'ai que 10 000, je suis dans l'impasse, je ne poursuis pas mon activité, je vais avoir une ardoise de 30 000 euros quelque part, et c'est sur mes deniers personnels que je vais devoir prendre ça. Ça, c'est l'entreprise individuelle, effectivement. Alors, après, pour répondre à votre question, est-ce que la SARL vous protège plus que l'entreprise individuelle? Je dirais à la base, quand les sociétés ont été créées, je dirais que oui. Parce que le principe, c'est responsabilité limitée. C'est-à-dire que dans une SARL, vous allez mettre un apport de 10 000 euros, c'est votre prise de risque. C'est le principe, c'est-à-dire que vous mettez un capital de 10 000 euros,
vous êtes susceptible de le perdre. Vous vous exposez à le perdre si ça se passe mal. Mais on ne peut pas aller vous chercher au-delà de ces 10 000 euros. C'est le principe. Maintenant, il faut savoir que quand vous allez à la banque, vous êtes en SARL, vous mettez 10 000 euros d'apport, vous demandez un emprunt de 50 000 euros. La banque va souvent contourner cette responsabilité limitée via une caution personnelle du dirigeant. Ça veut dire que concrètement, quand votre SARL est en faillite et qu'il reste 20 000 euros d'emprunt à payer, la banque est susceptible de faire jouer la caution personnelle du dirigeant ou d'une personne tierce, si une personne tierce s'est posée caution. Donc, votre question, effectivement, je dirais pas qu'aujourd'hui, dans la pratique, je dirais pas qu'aujourd'hui les SARL protègent mieux le patrimoine personnel que les entreprises individuelles. Ouais. D'autant plus que, si vous voulez, alors, on se positionne là vraiment dans une optique de faillite, donc c'est pas très joyeux. Mais si on se positionne dans une optique de faillite, là, je vous prends la faillite de la SARL. La banque fait jouer votre caution personnelle. Vous n'avez pas de moyen de contourner ça. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui va vous poursuivre. Si, par contre, on est en entreprise individuelle, aujourd'hui, il y a ce qui s'appelle la procédure de rétablissement professionnel, qui fait que concrètement, toutes les dettes vont être écrasées. Après, c'est pas spécialement mon domaine, on va dire le traitement des difficultés des entreprises, mais en tout cas, cette notion de responsabilité limitée, faites attention, c'est vraiment un principe, mais il est souvent contourné par les banques en demandant d'autres garanties. Je ne sais pas si ça vous suffit comme réponse. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport aux formes sociétaires ? Non, pas de questions ? Ok. Je rajouterais que la plupart des créations d'entreprises de taille TPE, on va dire, se font en SARL parce que c'est une structure sociétaire qui est relativement simple, usuelle, connue, etc. Enfin voilà, c'est facile à pratiquer. Après, pour tout ce qui a trait aux entreprises qui vont chercher des financements un petit peu particuliers, c'est-à-dire là, je reviens aux entreprises un petit peu innovantes, les choses comme ça, les entreprises qui vont faire appel à des fonds de placement, à des investisseurs extérieurs, à des financements un petit peu plus compliqués que des financements bancaires classiques. Souvent, la SARL ne fera pas l'affaire. Ils demanderont à passer dans une structure SAS, qui est une société de capitaux. Donc ça veut dire concrètement, une SARL, c'est une société de personnes. Ça veut dire qu'on fait attention aux personnes qui sont dans le capital. C'est-à-dire que si vous voulez vendre des parts sociales, vous devez demander l'avis à tous les associés de la SARL. Vous dites, je vends mes parts sociales à cette personne. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord ? Ça, c'est une société de personnes. Dans toutes les entreprises qui auront recours à des financements un petit peu plus complexes et à des apports extérieurs massifs on va dire d'investisseurs, ça sera les sociétés de capitaux qui seront privilégiées. Donc là, à 95%, aujourd'hui, ce sera des SAS, des sociétés par action simplifiées, où les formalités de cession d'actions, en fait, sont beaucoup plus simples et beaucoup plus fluides. Voilà. Donc, alors, après, dans la présentation synthétique, je regarde l'heure, dans la présentation synthétique, effectivement, c'est bien de mettre quelles aides vous mobilisez. Donc là, c'est assez nébuleux, encore une fois. C'est des choses qui changent beaucoup d'une année à l'autre et d'un territoire géographique à l'autre. Donc, il y a des petits réflexes à avoir qui sont toujours là d'une année à l'autre. Et ça, c'est des petits réflexes que je vais vous présenter. Mais je ne pourrai jamais vous lister toutes les aides auxquelles vous pourrez prétendre. Il y a des concours, il y a des aides régionales qui sont temporaires, il y a des appels à projets, il y a des organismes qui font des appels à projets et qui les subventionnent. Donc, les aides, c'est quelque chose d'évolutif. C'est-à-dire que quand vous avez une idée de création d'entreprise, c'est une idée, c'est-à-dire elle touche à un domaine, une activité. Il faut que vous vous renseigniez sur les aides relatives à ce secteur d'activité. Et pour ça, il faut appeler des intervenants, il faut appeler les CCI notamment, il faut appeler les services de la région qui sont vraiment spécialisés là-dedans, parce qu'on ne peut pas vous faire une description complète de tout ce qui existe. C'est vraiment trop compliqué. Alors, néanmoins, il y a des petits réflexes à avoir.
Premier réflexe, c'est quand vous êtes, par exemple, quand vous avez des droits au chômage, il faut vous rapprocher d'abord du Pôle emploi pour voir comment le Pôle emploi va traiter votre reprise d'activité. On a des dispositifs qui sont souvent mis en place. Là, c'est les dispositifs d'ARCE. C'est-à-dire, c'est des dispositifs dans lesquels le Pôle emploi va vous suivre pendant l'année de reprise ou de création de votre entreprise. Ils vont vous suivre soit sous forme d'une rente, une rente qui est l'équivalent de quand vous avez des indemnités de chômage, ça continue en fait. Et ils vont vous proposer en fait soit cette rente, soit un versement d'un capital. Généralement, le versement du capital, ça sera à peu près la moitié de ce que vous auriez pu prétendre en termes de rente. Mais il faut quand même arbitrer entre les deux. Et là, rapprochez-vous d'un conseil, effectivement, parce que arbitrer entre une rente et un capital versé par Pôle emploi, c'est vraiment très important. Pourquoi ? Parce que une rente, elle va remplacer votre rémunération. Ça veut dire que pendant la première année de votre entreprise, on ne va pas vous mettre de rémunération, vu que vous aurez déjà cette indemnité Pôle emploi. Ça sous-entend que par contre, dans votre entreprise, toutes les recettes que vous allez avoir, vous n'aurez pas de rémunération à déduire. Donc, certainement que l'entreprise, à ce moment-là, peut dégager un résultat positif un petit peu artificiel et payer des taxes là-dessus. Donc, c'est vraiment à arbitrer. Par contre, le versement d'un capital par le Pôle emploi, ça va pouvoir vous faire justifier d'un apport dès le départ. Et ça peut être important près d'une banque. Donc, vraiment, cet arbitrage, là, il est très important. Je ne sais pas si quelqu'un est dans ce genre d'arbitrage actuellement. Si vous avez déjà rapproché de ça. Non. Ok. Donc après, il y a tout ce qui est, généralement tout ce qui a trait au territoire géographique de votre projet. Il faut savoir que c'est assez complexe, mais tout le territoire français est découpé en zones géographiques qui sont éligibles à certaines aides. Globalement, tout le territoire français appartient à une zone qui s'appelle la zone d'investissement aux PME, qui concerne des très gros investissements, notamment industriels. Mais c'est vraiment des gros projets. La plupart du temps, les projets de création ne sont pas éligibles à ça. Généralement, les projets de création de petites entreprises peuvent être éligibles à des dispositifs du style quartier prioritaire de la ville, de la politique de la ville, où là, vous allez avoir des exonérations fiscales sur les premières années de l'entreprise. Ça concerne certains quartiers. Il y a aussi les zones de revitalisation rurale. En fait, quand vous avez un projet, quand vous avez un emplacement, éventuellement, se renseigner sur l'éligibilité de cet emplacement-là à des exonérations. Ça se peut et il ne faut pas négliger ça parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a des créations d'entreprises qui se font sans cette recherche-là. Et je pense qu'effectivement, il y a des entreprises qui pourraient bénéficier de certaines aides et qui n'en bénéficient pas. Donc voilà, tout ce qui est aide territoriale, je dirais. Après, il y a les aides aussi tout au long de la vie de l'entreprise. Alors, dans tout ce qui a trait à l'innovation, on a tous ces statuts de jeunes entreprises innovantes, jeunes entreprises universitaires, avec du crédit impôt recherche, etc. Donc, ça, c'est un domaine vraiment à part. Mais si vous faites un prévisionnel sur une entreprise éligible à ce genre de dispositif, il faut appréhender ce genre de dispositif dès le départ. Si vous faites votre prévis sans ça, c'est vraiment impactant. Et donc, il faut vraiment se renseigner là-dessus dès le départ. Et donc, après, concernant les aides à proprement parler, je citerai les prêts d'honneur. Les prêts d'honneur de certains réseaux sont des prêts qui sont attribués à la personne physique porteuse du projet. C'est-à-dire ça vous engage sur l'honneur. Ce sont des prêts à la personne. Et ce prêt-là, qui est fait à la personne du porteur de projet, va aussi matérialiser un apport de votre part. C'est-à-dire que si on vous prête 15 000 euros, vous allez pouvoir mettre ces 15 000 euros dans votre projet d'entreprise et ça sera pris en compte par la banque comme un apport. Donc c'est important parce que la banque fait toujours ce ratio dette par rapport aux apports. Donc voilà. Après, effectivement, alors sur les aides, l'idée c'est l'anticipation, comme j'ai noté, c'est-à-dire que c'est pas au moment où vous avez votre SIRET, au moment où vous êtes en activité, qu'il faut vous dire ah bah tiens, est-ce que je peux aller à Pôle emploi, demander telle aide, telle aide, telle aide. Là, c'est souvent trop tard. C'est vraiment en amont qu'il faut faire ces démarches-là et vous renseigner.
Donc les interlocuteurs, donc voilà, j'en ai déjà parlé. Je vous ai mis quelques références là, et vous allez voir que ces références là, vont souvent vous orienter vers des sites qui sont des sites de certaines régions, parce que d'une région à l'autre, les aides ne sont pas les mêmes. Mais globalement aujourd'hui, beaucoup d'aides publiques. Là, j'ai pas cité l'ADEME, mais j'aurais dû mettre l'ADEME en interlocuteur, mais beaucoup d'aides publiques sont orientées vers la décarbonation de l'économie. Ça, c'est pas une surprise, hein, c'est l'actualité qui veut ça. Beaucoup d'aides sont orientées là-dedans. Donc voilà. Alors, est-ce que quelqu'un a des questions sur la partie aide publique Non ? Ok. Alors, donc le porteur de projet et son équipe. Donc ça, effectivement, j'en ai déjà parlé. C'est présenter les compétences, les diplômes, votre équipe, combien il y a de personnes, d'où ils viennent, quelles sont leurs expériences. Je vais pas trop m'étaler là-dessus parce que effectivement, on est déjà à 25 minutes, mais c'est vraiment dans la structure de votre business plan, cette partie présentation humaine qui est vraiment très importante. Parce que la partie chiffrée, elle va certes compter, mais la partie humaine, c'est là que la crédibilité, elle va se faire ou elle va pas se faire. Donc, cette partie-là est très importante. Mettre en avant ses qualités, son expérience. Alors, pour ceux qui prennent des photos, je crois que le truc sera disponible. Je crois qu'il est disponible après. Je crois. Donc, après la partie économique. La partie économique, c'est vraiment la description du projet, la description de votre modèle économique. Alors, par modèle économique, ce qui est important de comprendre, c'est que, alors, pour certains, un projet de reprise d'entreprise, le modèle économique, il est déjà là. Vous pouvez le modifier un petit peu, mais il est déjà là. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui a déjà fait ses preuves, qui a déjà prouvé qu'elle pouvait fonctionner et être pérenne. Par contre, pour tout ce qui est création d'activité, il va falloir prouver que vous avez trouvé un modèle économique. C'est-à-dire que c'est une activité qui va perdurer et pouvoir générer au moins autant de recettes que de dépenses sur le long terme. Donc ça, c'est important. Donc, dans la description, effectivement, il faut décrire votre produit ou votre service, ses contraintes, parce que les contraintes vont expliquer au banquier pourquoi vous allez chercher tel emplacement, pourquoi vous allez chercher tel matériel. Et ça va aider effectivement le banquier à se positionner sur le risque ou le caractère court ou long terme de votre projet. C'est-à-dire qu'il y a des projets, c'est des projets qui vont bien marcher, mais sur une certaine durée. Et après, soit un impact réglementaire, soit un effet de mode va faire qu'on va passer à un autre projet. Le marché visé. Alors, sur le marché visé, alors, vous avez certainement des possibilités sur certains secteurs de faire des études de marché, mais sur d'autres secteurs, vous n'aurez pas de possibilité de faire des études de marché. Donc, je dirais que les études de marché, nous on en a pas mal dans les secteurs de la distribution, où là, ils sont carrés dans le sens où ils ont un historique, ils savent sur telle zone, quand il y a telle enseigne, telle population, ils peuvent vous fournir un chiffre d'affaires prévisionnel sur lequel vous allez quand même pouvoir vous fier. Par contre, pour les choses un petit peu plus particulières, c'est pas forcément évident et c'est pas forcément opportun d'avoir recours à une étude de marché. La plupart du temps, il faut vous baser sur votre connaissance à vous du marché. Alors, oui, j'ai mis ce schéma-là parce que il est important. C'est un schéma assez scolaire. C'est ce qu'on apprend à l'école quand on veut faire de la compta ou de la gestion. Et je voulais le remettre parce que, en fait, il est très important dans votre raisonnement. C'est-à-dire que quand vous êtes une entreprise, vous vous positionnez ici. Effectivement, il faut savoir combien vous avez de concurrents sur votre zone. Quel est votre positionnement par rapport à ces concurrents? Est-ce que c'est haut de gamme, bas de gamme, etc. Faut savoir quel pouvoir vous avez ici. Par exemple, je sais pas, si vous fournissez auprès de Coca-Cola, le pouvoir de négociation, il n'est pas évident par rapport à une TPE. Vous voyez, enfin, c'est un exemple complètement on va dire bête, mais le pouvoir de négociation que vous avez par rapport à vos fournisseurs, donc, est-ce qu'il y a plusieurs alternatives aux fournisseurs que vous envisagez? Là, je me positionne plus dans des schémas où on est sur de la vente de produits, mais d'une manière générale, c'est assez
c'est assez important de pouvoir se dire, en termes d'approvisionnement, j'ai une alternative. Et ça vaut aussi pour les services. On a beaucoup, par exemple, on a un client, nous là, actuellement, ils ont un problème. Ils ont bâti un logiciel sur un support informatique qui n'était pas le leur. Leur prestataire informatique arrête la solution. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il existe des substituts, etc., etc. Le pouvoir de négociation des clients. Alors là, je vais reprendre un petit peu ce qui est noté. Pouvoir de négociation des clients, oui, c'est principalement lié au pouvoir d'achat dans la zone, etc. Donc, c'est important aussi. Et donc, la menace de produits de substitution. Donc, c'est important aussi dans le sens où tout ce que vous avez proposé, ça va rentrer dans un cadre réglementaire. Si le cadre réglementaire bouge, est-ce que vous devez changer de métier ou juste faire un petit ajustement? Je vous prends l'exemple. Un client à nous, par exemple, il fait des sols en résine. Bon, ça marche bien, il a du travail. Donc, ces sols en résine, ils répondent à des critères, on va dire, de sécurité. Sécurité incendie, hygiène, etc. Si à un moment la réglementation change, lui, quelle est son alternative? Est-ce que ses fournisseurs vont lui proposer un autre produit ou est-ce qu'il va devoir changer de métier? Faire du carrelage ou je sais pas quoi. Voilà. C'est vraiment la menace sur votre produit. Donc voilà. Je vous montre ce schéma-là, c'est très scolaire, mais il aide à réfléchir en fait. Donc voilà. Alors, donc la partie économique, les moyens mis en œuvre, etc. Donc ça va vous aider dans le prévisionnel. Quels sont les locaux? Est-ce que vous avez un local en vue? Auquel cas, il faut vous renseigner sur le bail commercial, etc. Les moyens commerciaux. Alors, en moyens commerciaux, comment dire, moi, ce que je fais allusion à vraiment votre circuit de distribution. Par exemple, vous avez un produit, vous pensez qu'il est bien, vous voulez le vendre. Quelles sont vos solutions aujourd'hui? Est-ce que vous allez embaucher des commerciaux qui vont se déplacer pour vous, ils vont être salariés, ou est-ce que vous allez avoir recours à des vendeurs indépendants, par exemple, des agents commerciaux ou ce qu'on appelle des VDI, des choses comme ça. Vraiment construire votre canal de distribution. Voilà. Les dépenses d'exploitation. Voilà. Et les matériels d'exploitation. Donc là, effectivement, c'est vous qui avez la connaissance là-dessus. Et donc, je faisais un petit focus sur l'emplacement. Pour ceux qui envisagent du commerce de proximité, notamment, l'emplacement, il est au milieu d'une zone de chalandise. Sur cette zone de chalandise, quel est le pouvoir d'achat? Quels sont les concurrents qui sont dans la zone de chalandise? Et quelles sont les principales caractéristiques de votre bail commercial, s'il y a un bail commercial en cours? Alors, sur cette notion de bail commercial, c'est assez important. Je pense qu'il y a des petits points de vigilance à avoir sur un bail commercial, notamment si certains veulent prendre une cellule et l'aménager. Ça, c'est important de voir quelle latitude vous avez dans le bail et quelle protection vous avez. Je prends l'exemple d'un local qui est tout neuf, par exemple. Il n'est pas aménagé. Vous allez arriver, vous allez dire je veux faire un cabinet d'esthéticienne dedans. Donc ça va vous nécessiter pas mal d'aménagements. Des aménagements très très coûteux. Il faut savoir que le droit du bail commercial va faire que, au bout d'un certain temps, tous ces aménagements que vous faites vont retomber dans le patrimoine du bailleur. C'est-à-dire qu'il va pouvoir vous facturer une augmentation de loyer sur les aménagements que vous avez vous-même financés. Oui. Donc, ce qui est important quand vous reprenez un local avec un bail en cours, c'est de savoir où vous en êtes dans le bail et si vous envisagez des travaux, vraiment réécrire quelque chose avec le propriétaire et avec votre projet. Faut pas hésiter à réécrire un bail. Surtout que dans la plupart des cas, vous verrez que les baux commerciaux en cours sont souvent caducs. C'est-à-dire qu'ils ont été écrits il y a 15 ans et puis c'était prévu qu'au bout de 9 ans, ils seraient renouvelés. En fait, ils n'ont pas été réécrits. Et donc, ils sont souvent caducs avec des indices qui ne sont plus les bons. C'est très important, vraiment,
je peux pas tout vous décrire sur un bail commercial aujourd'hui, mais c'est très important vraiment de le lire paragraphe par paragraphe. Voilà. Donc voilà, ça c'était sur la partie emplacement. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qui est bail commercial? Est-ce que vous avez des questions sur les points de vigilance, des choses comme ça? Non? Justement, dans un bail, quelles sont les mentions qui peuvent faire allusion un peu le vocabulaire pour comprendre que justement c'est cette partie augmentation de loyer suite à des travaux Okay. Bah, en fait, c'est le droit qui est comme ça. C'est-à-dire que, alors c'est pas ma spécialité, hein, le bail commercial. Je suis pas avocat, mais dans le principe, sur un bail commercial en cours, si vous êtes en cours de bail, que vous réalisez des travaux d'agencement, on va dire secondaires, à la fin du bail, ils sont propriété du bailleur. C'est-à-dire que si vous êtes le bail, il a commencé il y a 5 ans, vous faites les travaux sur la 6e année, dans 3 ans, ils sont au bailleur. Si vous faites des travaux plus structurels, en fait, le droit va distinguer est-ce que le bailleur a participé, est-ce qu'il n'a pas participé. En fonction de ça, ça reviendra propriété du bailleur à l'échéance du premier ou du second bail. C'est-à-dire que ça peut être dans vraiment le plus lointain des cas au bout de 18 ans. D'accord ? C'est vraiment un truc particulier. Donc, en fait, quand vous envisagez des travaux, renseignez-vous, rapprochez-vous d'un avocat, rédigez le bail. Voilà. Ou ne pas rédiger le bail aussi, parce que il se peut que vous ayez un bail en cours qui est en cours depuis très longtemps et qui a été peut-être épargné par certaines augmentations de marché où il y a des locaux qui se sont retrouvés vacants et qui ont repris des baux avec des loyers plus élevés. Donc, appréciez votre loyer, de toute façon. Appréciez le loyer. Alors, donc le chiffre d'affaires prévisionnel, donc c'est un peu par rapport à tout à l'heure, je parlais de l'étude de marché, donc c'est pas évident d'avoir des études de marché. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous voulez créer un Kiabi à Bain-de-Bretagne, alors peut-être qu'il y en a déjà un à Bain-de-Bretagne, j'en sais rien, mais c'est-à-dire que l'enseigne Kiabi, elle va avoir quelque chose à vous fournir. Elle sait en fonction de la proximité ou pas avec un autre Kiabi ou la population sur votre zone, elle va savoir vous orienter et vous dire on peut espérer faire ça en chiffre d'affaires. C'est-à-dire que vous êtes sur des modèles économiques qui sont connus, sur lesquels ils ont des gens pour bosser sur des études de marché. Vous allez avoir des études de marché. Mais ce n'est pas le cas de tous les secteurs. Donc, vous allez avoir pas mal d'activités où vous n'aurez pas d'études de marché. Donc là, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites ? Il y a un moment, de toute façon, personne n'a la vérité. Hein. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites ? Vous pouvez vous comparer à des entreprises similaires. Par exemple, là, il y a un salon de la franchise. Ils sauront vous dire quelle boutique. S'il y a une boutique à Tours qui fait tant de chiffre d'affaires, ils vont vous dire à Rennes, bon bah voilà, vous pouvez au moins faire ça. Vous avez un référentiel. Donc c'est la méthode des référentiels. Pareil, si vous voulez créer un salon de coiffure, bon bah vous prenez un salon de coiffure dans une commune environnante qui est à peu près dans les mêmes pouvoirs d'achat, etc. Vous allez quand même pouvoir avoir un référentiel en fonction des horaires d'ouverture du commerce, etc. À quel chiffre vous allez vous situer, quoi. Alors la méthode des objectifs de part de marché, ça c'est un peu théorique. C'est de se dire le marché c'est tant de millions d'euros sur Rennes. Moi je veux 5% de part de marché, donc ça me fait tant. Voilà. Ça c'est la méthode des parts de marché, donc c'est très théorique. La méthode des intentions d'achat, qu'est-ce qu'on veut dire par là ? On veut dire que le créateur d'entreprise, il va se baser sur les chiffres d'affaires qu'il a par rapport à des commandes qu'il a déjà. C'est-à-dire qu'il a déjà été sollicité, il a déjà ses clients, il sait déjà qu'il va faire ça en année 1. Donc il va se baser là-dessus. C'est ça la méthode des intentions d'achat. Donc voilà. Sur la construction du chiffre d'affaires prévisionnel, c'est hyper important, mais d'un autre côté, personne n'aura la vérité, ni le banquier, ni personne. Alors, dernière partie, la partie financière. Alors, je regarde combien de temps il me reste. Vache. Alors, la partie financière. Donc, il faut choisir le terme de votre projection. Est-ce que c'est 3 ans ? Est-ce que c'est 5 ans ? Est-ce que c'est plus ? Il est délicat d'aller au-delà de 5 ans parce que c'est quand même
on a quand même une incertitude relative. Là, j'ai choisi donc un plan où on a un plan de financement initial, c'est-à-dire les besoins et les financements qui sont demandés, un compte de résultat, le BFR et un plan de financement prévisionnel. Alors, je vais vous expliquer ça assez rapidement. Alors, le compte de résultat prévisionnel. Donc, c'est les recettes, les dépenses. Les recettes moins les dépenses sont égales au résultat. Tout simple. Il y a deux notions qui sont importantes là-dedans. Il y a la capacité d'autofinancement et le point mort. La capacité d'autofinancement, c'est quoi? Alors, je vous ai mis un exemple de... Ça, c'est un compte de résultat tout simple. Hein. J'ai un chiffre d'affaires, des achats, des frais généraux, une rémunération, et donc ça me donne un excédent, un résultat de 13 000 euros. Et j'ai des dotations aux amortissements de 12 000 euros. Est-ce que la notion de dotation aux amortissements est claire pour tout le monde? Non? Alors, quand vous achetez, vous allez acheter une licence logicielle à 60 000 euros en année 1. Votre licence logicielle à 60 000 euros, vous allez emprunter pour la financer. Et vous dites que, grosso modo, elle va vous servir 4 ans, parce qu'après, il y aura une autre version. Donc cette licence logicielle à 60 000 euros, on ne va pas vous la passer en perte la première année. Effectivement, sinon vous allez avoir un résultat catastrophique en première année. On va vous étaler cette charge sur la durée d'utilisation du logiciel. C'est ça une dotation aux amortissements. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est très théorique. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'achète un logiciel 60 000 euros. La banque me verse 60 000 euros. Je les donne au prestataire informatique. Mais comptablement, la charge du logiciel va s'étaler sur sa durée d'utilisation. D'accord? Donc, là, j'ai un résultat de 13 000 euros et une dotation aux amortissements de 12 000. Ça fait que ma capacité d'autofinancement, elle est en fait de 25 000 euros. C'est-à-dire que mon résultat est de 13 000, je rajoute les 12 000, ça fait que mon activité en fait a généré 25 000 euros de trésorerie. Est-ce que c'est clair pour vous? C'est très important parce qu'en fait, la CAF, donc la somme de ces deux lignes-là, ça va être mis dans le plan de trésorerie en fait. Donc voilà, la CAF, c'est ça. J'avais une notion de point mort. Le point mort, en fait, c'est juste essayer de déterminer à partir de quel niveau d'activité vous allez être en perte. Si j'ai moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires, je vais être en perte. Si je suis à plus, je vais être dans le positif. C'est ça le point mort. Alors, le BFR, notion très importante, je vais devoir passer quelques minutes dessus, je pense, parce que c'est vraiment très important. Quand vous démarrez une activité, c'est plus vrai pour les activités de vente de produits que pour les activités de service, mais ça peut être vrai aussi pour le service. Quand vous démarrez une activité, vous allez acheter un stock. Vos fournisseurs vont vous faire peut-être un crédit de 30 jours. Et le temps d'écouler ce stock, je ne sais pas si vous allez faire crédit à vos clients ou ça va être du paiement comptant, mais en fait, chaque activité va avoir un besoin de financement de l'activité qui lui est propre, un besoin en fonds de roulement. Donc là, j'ai mis un exemple. C'est très important de chiffrer ça parce que ce BFR là que vous mettez au tout début, vous n'allez pas le récupérer tout de suite. Donc si vous avez une enveloppe de financement à demander, il faut qu'il soit dedans. Là, je prends l'exemple où j'ai un chiffre d'affaires de 240 000 euros TTC. J'ai 30 jours de crédit client. Ça me fait que j'ai 20 000 euros dehors. Tout au long de l'année, je vais avoir 20 000 euros dehors. C'est mes clients pour lesquels j'ai effectué mon travail, mais qui ne m'ont pas encore payé. En face, j'ai les fournisseurs qui m'ont livré des choses, mais je n'ai pas encore payé. Et où je suis, j'ai mon stock aussi que j'ai déjà payé. Voilà. Donc, on va dire que l'articulation de tout ça fait que votre activité, elle nécessite un besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire un apport de cash que vous n'allez pas récupérer tout de suite. Et donc ça, il faut le financer. Alors, sur la partie financière, ça c'est le plan de financement initial. Donc là, j'ai pris un schéma qui était sur le site de la PCE. Donc, les besoins, les ressources. Une chose importante. Vous avez des besoins, c'est quoi? C'est des investissements et c'est le BFR. Ça, c'est des besoins qui sont durables. Ça veut dire que vous n'allez pas les récupérer tout de suite. Ces besoins durables doivent être financés par des ressources durables. C'est-à-dire que
Vous ne pouvez pas financer un stock de 200 000 euros avec un découvert. À terme, ça va vous embêter. Ça va vous embêter parce que vous aurez déjà, c'est pas adapté parce que votre stock sera toujours là, donc vous n'allez pas fonctionner avec un découvert tout le temps. Donc, il faut vraiment que les besoins durables soient financés par des ressources durables. Il y a un équilibre initial qui doit être là. Est-ce que tout le monde a compris ça? Ouais. Alors, la partie financière. On reprend le contenu du plan de financement initial, c'est-à-dire ce truc-là. On prend la CAF et le BFR et on aboutit à une trésorerie prévisionnelle. Ça ressemble à ça. Alors, attendez, je crois que j'ai plus beaucoup de choses après. Voilà, c'est fini. Donc, est-ce que... Alors, ça, c'est important. Alors, de toute façon, vous pouvez avoir recours à des conseils hein, pour faire ce plan de financement, mais d'une manière générale, il faut que vous le compreniez. Ici, j'ai les ressources. En ressources, j'ai quoi? J'ai les apports du porteur de projet. Si j'ai mis 10 000 euros en capital, bah, les 10 000 euros, ils sont là. J'ai les emprunts. J'ai les apports en compte courant associé. C'est les apports du porteur de projet, mais qu'il est susceptible de retirer quand il n'y a plus besoin. Et j'ai un prêt bancaire. Donc ça fait que j'ai 145 000 euros de ressources. Vous voyez la CAF là, c'est la trésorerie générée par l'activité, donc elle est là. Donc j'ai 145 000 euros de ressources. J'ai 137 000 euros d'emploi, c'est-à-dire de dépenses. Donc ça me fait une trésorerie résiduelle à 8 000 euros. Et d'année en année, je la fais évoluer comme ça. C'est ça le plan de financement. Sur cette notion de plan de financement, est-ce que quelqu'un a des questions sur ce qu'il voit au tableau? Non? C'est pas évident, comme ça de... Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que le schéma, c'est quoi? C'est compte de résultat. Mon compte de résultat me donne la capacité d'autofinancement, c'est-à-dire la trésorerie générée par l'activité. À ce moment-là, je chiffre également mon BFR, qui est on va dire la mise de fonds pour le début d'activité. Et donc, une fois que j'ai cette CAF et ce BFR, donc la CAF est ici, et le BFR. Donc, une fois que j'ai ces deux éléments-là, je reprends mon plan de financement initial, c'est-à-dire mes matériels et mes emprunts, et je compile tout ça et ça me donne ma trésorerie qui me reste. D'accord? Voilà. Donc voilà, avoir un regard critique sur ce positionnement stratégique, faire apparaître vos besoins de financement et votre motivation. Voilà. Ce qui est important dans votre plan de financement, c'est de faire apparaître pourquoi vous avez besoin d'argent et combien de temps. Parce que le banquier n'aura pas forcément les mêmes solutions pour vous. Si c'est un lancement d'activité, par exemple, vous allez avoir besoin d'un petit découvert, ou si c'est plus un gros BFR à financer, où là, il va vous prêter plus sur le long terme. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions générales, des sujets que j'aurais pas abordés? Je n'ai pas beaucoup parlé de reprise d'entreprise, notamment. Est-ce que quelqu'un a des questions? Non? Ok. Ça marche. Bon bah de toute façon l'heure est passée, mais je vous dis si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas. Merci de votre attention.